Bienvenue pour ce nouveau café langue et culture de l'ODC. Ce soir, nous allons avoir comme pays à découvrir ou à redécouvrir peut-être pour certains le Chili. Voilà, c'est à nouveau une soirée qu'on passe chez soi et c'est une proposition donc de l'ODC d'animer nos rencontres qui se veulent certes virtuelles, mais qu'on essaye d'humaniser et de garder aussi un lien avec le monde, même si on est souvent un peu confiné le soir, chacun dans son pays d'ailleurs, et les frontières qui se sont fermées, et on trouve que c'est toujours intéressant de garder ce lien, et malgré tout, on a développé une capacité à utiliser des nouveaux outils numériques et c'était l'objet de l'ODC de les utiliser et permettre de se croiser aussi citoyens du monde dans nos soirées. Voilà. D'ailleurs, je salue les citoyens qui sont connectés ailleurs qu'en France et en Île-de-France, et notamment ceux qui sont connectés au Chili. Cette soirée est organisée en partenariat avec le blog France Chili, dont Jorge Orellana est le fondateur, et il sera l'animateur d'ailleurs de la soirée avec nos invités qu'il présentera juste après. Peut-être juste des petites consignes, mais je vois que tout le monde les a appliquées. C'est d'éteindre vos micros quand vous ne prenez pas la parole. On ouvrira les questions et le débat après ce temps d'échange avec les invités. Et ce temps est aussi enregistré. C'est Nancy, que je remercie d'ailleurs, qui est à la technique, qui a lancé l'enregistrement. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit par la suite, vous pouvez enlever votre caméra. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je laisse tout de suite la parole à notre ami Jorge qui va présenter les invités et la soirée. Et bonsoir à tous. Je voulais remercier Thibaut par l'effort qu'il a fait pour prononcer mon nom comme il se doit. Donc, la soirée part sur les chapeaux de roue. Et puis, non, remercier plus sérieusement l'Observatoire de la diversité culturelle pour cette opportunité de pouvoir parler d'un pays qui nous tient à cœur, hein, le Chili, un pays qui est très, très, très connu en France, où il y a eu une longue tradition des échanges entre le Chili et la France pendant longtemps, hein. Et maintenant, on a les nouvelles générations qui prennent le pouvoir et, au niveau des gens qui émigrent dans un pays ou dans l'autre. Ce qu'on va essayer de faire avec nos trois invités que je vais vous présenter sommairement, et après on va essayer de faire une petite conversation autour des différents thèmes, c'est que les migrations chiliennes en France actuellement comportent à peu près entre 10 000 et 12 000 Chiliens vivent en France, et c'est plus ou moins le même nombre de Français qui vivent au Chili. Il y en a entre 10 à 10 000 Français qui vivent au Chili. Donc, comme on est dans une parité au niveau du nombre des personnes qui vivent dans un pays et dans l'autre, on va commencer par Margot Bello, ou Bello, je ne sais pas comment, Bello, on dirait. Ça dépend où on le prononce. Voilà. Donc, Margot, elle est française et elle est actuellement au Chili, elle vit au Chili. Donc, on va savoir un petit peu plus de ces choix-là, parce qu'il ne faut pas qu'on soit seulement figé sur le fait de l'immigration chilienne en France. C'est aussi super intéressant. Et on a les trois cas qu'on a pu réunir ce soir. Et chacun va avoir sa spécificité. Donc, Margot, elle est française, elle est architecte spécialiste en conservation et restauration patrimoniale, d'après ce que je sais. Et tu vis au Chili depuis à peu près 6 ans.
À peu près, un peu plus. Voilà. Et donc, Margot, elle a fait le choix d'aller vivre, de s'expatrier au Chili. Ensuite, nous avons Camila González, qui est chilienne, qui vit en France depuis 5 ans à peu près, je crois. Et Camila, elle est doctoresse en philosophie, donc elle est en train de faire une thèse sur les contrats sociaux chez Rousseau à la Sorbonne. Donc, ça va être intéressant de voir. Camila, elle fait partie de cette génération des gens chiliens qui sont partis étudier à l'étranger. Et elle va nous expliquer un petit peu son parcours. Et on aura toujours en thématique de fond cette histoire d'adaptation au pays où on vit et d'acclimatation. Est-ce qu'on paye cher le fait de s'adapter à un pays? Et enfin, il y a plusieurs questions qu'on va essayer d'évoquer. Et puis après, on va finir en fanfare avec Sébastien Tato Seves, qui est actuellement dans une ville à 800 km au sud de Santiago, non, Sébastien? Oui, 1000. 1000 km, 1000. presque au début de 25. la Patagonie, oui. Près d'une ville qui s'appelle Puerto Montt. Et donc Sébastien, il a fait les deux chemins parce qu'il est venu pendant 3 ou 4 ans, je crois, en France. 5. 5 ans. ans. Ah oui, bon, 5 ans. Et il est venu donc faire des études de musique. Il a aussi développé sa carrière en tant que musicien, parce que Sébastien, il est musicien. Il a aussi fait un séjour en Italie. Et ensuite, bah, il est rentré au Chili. Donc, il a l'expérience d'être venu ici et essayer de voir comment les choses pouvaient se conjuguer ici. Et puis finalement, il est rentré au pays où il a créé à son retour un groupe de musique qui s'appelle Cantaro, si je ne me trompe pas. Et donc, avec Sébastien, on va évoquer les possibilités de comment un artiste il fait son chemin à l'étranger et dans son pays. Donc, ça, c'est pour la présentation de nos trois invités. Et puis, il y avait aussi... bon, on peut commencer avec Margot, hein, son expérience. Margot a fait... Moi j'ai connu Margot avec un film qu'elle a fait sur un documentaire qu'elle a fait sur les barrios Yungay. Je ne sais pas si tu te rappelles, Margot, de Avec ça, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'était ces documentaires? C'était un documentaire que j'ai fait pour mon projet de mémoire sur le barrio Yungay et la conservation du patrimoine à travers la construction en terre crue. D'accord. Donc, en gros, je suis arrivée au Chili par un échange scolaire avec mon université d'architecture. Et donc, j'ai fait 1 an d'architecture ici dans l'Universidad de Chile. Et j'ai découvert la construction en terre crue. Et je suis tombée tout de suite complètement amoureuse de ce principe-là, de ce principe constructif, parce que très accessible, avec la possibilité de le transmettre facilement. Et ensuite, parce que vu que je suis dans mon bureau, il y a forcément des gens qui vont un peu passer. Et ensuite, je me suis du coup beaucoup intéressée à ce que ça pouvait entraîner comme idéologie un peu ces principes de construction. Et je vivais dans un quartier patrimonial qui s'appelle le Barrio Yungay et qui est un quartier avec des maisons incroyables, mais complètement à l'abandon. Et en tant que Française et Parisienne, ça m'a sauté aux yeux d'avoir ce gâchis.
architecturale. Et donc j'ai décidé de faire tout mon travail de fin d'études française sur ce quartier de Santiago. Donc, je profite pour dire que ces documentaires, vous pouvez les trouver sur les blogs. Hein. Il y a les blogs, l'adresse c'est france-chili.com, où vous tapez France Chili dans Google et puis ça va apparaître. Et en haut à droite de la page d'accueil du blog, vous avez, enfin dans toutes les pages du blog, il y a un petit moteur de recherche. Vous tapez Margot Bello ou Barrio Yungay et vous arrivez directement sur ça. Et donc là, on a une première confrontation entre comment au Chili on soigne ou on ne soigne pas les patrimoines, le peu de patrimoine qui nous reste, et architectural dans ces cas-là. Et je ne connais pas d'autres documentaires sur ces quartiers-là, qui est un quartier du vieux centre de Santiago, où les maisons sont souvent d'un étage, je crois, hein, un ou deux étages. Généralement, ouais. Et cette construction-là, elle est quand même antisismique, non? Parce que, Ouais. dire que le Chili, c'est un pays où les tremblements de terre succèdent au fur et à mesure que les nouveaux présidents arrivent. Chaque président a le droit à un bon tremblement de terre. Non, mais ça n'a pas très bonne réputation, la construction en terre, parce que justement, le patrimoine en terre crue est généralement pas du tout préservé. Donc, effectivement, après 3-4 tremblements de terre, on a des maisons qui se cassent la figure, mais c'est juste que voilà, c'est des. En fait, le Barrio Yungay, c'est un quartier qui est très central et forcément, il y a beaucoup d'intérêts économiques à pas restaurer le patrimoine. Et c'est des pays où la question du patrimoine est très, très, très récente. Donc, c'est pour ça que le Barrio Yungay, c'est aussi un exemple, parce que toute la lutte un peu patrimoniale est née de ses propres habitants qui voulaient, au-delà de conserver les maisons, conserver les modes de vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est sans cesse des questions qui reviennent un peu à l'ordre du jour. Finalement, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à détruire pour construire plus, pour densifier plus et perdre finalement les qualités de vie du citadin. Donc c'est intéressant et ça l'est encore plus aujourd'hui avec la pandémie et les problèmes d'être tout le temps à trouper les uns sur les autres et le fait d'être enfermé dans des espaces qui sont très peu qualitatifs. Donc ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, depuis la pandémie, le Barrio Yungay est encore plus abandonné. Oui, mais à côté de cet abandon-là qui est légendaire, hein, qui n'est pas nouveau et qui n'est pas dû au gouvernement en place, et ces quartiers-là a été un quartier emblématique parce qu'ils se sont organisés en comité d'autogestion, ce qu'on appelle là-bas au Chili les cabildos, donc les réunions entre les gens, entre les voisins, et ils s'autogèrent. Et tu le montres très bien dans ton documentaire, parce que tu as interviewé la présidente de la Rosario Carvajal. des vecinos là-bas. Et maintenant, avec toute la révolte sociale qui a eu lieu depuis le 18 octobre 2019, les quartiers aussi, c'est un des quartiers emblématiques au niveau de l'organisation et sociale des gens, sociétale, quoi. Ben, en très peu de temps, je sais pas, en une journée, on était tous réunis sur la place centrale du quartier, on s'est divisé en différentes commissions. Chacun a pu apporter son petit grain de sel, en fait. Et vu que c'est une révolte qui est sociale et du peuple, c'est assez intéressant de vivre ça. Mais moi, comme Française, ça m'a hyper intéressée parce que la Révolution française, c'est des choses que j'ai lues dans les livres, quoi. Mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir vivre un minimum ce que c'est. Et oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant d'être dans un quartier où il y a encore une vie de quartier, où les gens se parlent et où les gens se connaissent. Et que quand il se passe ce genre d'événements, qui ne sont pas hyper fréquents non plus, et ben, il y a une organisation qui est déjà faite. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que parfois on aurait envie que ce soit un peu plus l'État qui se prenne en charge ce genre d'organisation. Je parle plus même pour la pandémie où c'est les propres voisins qui se distribuent à manger, quoi.
parce qu'il y a vraiment des gens qui n'avaient plus de quoi s'acheter à manger. Donc, il y a des fois où cette espèce d'organisation territoriale, elle montre quand même des failles estatales importantes. Mais quand il s'agit d'une révolution sociale, oui, c'est hyper intéressant ce qui s'est passé à l'échelle du quartier. Très, très intéressant à quel point tout le monde s'aidait, les espaces étaient devenus communs. Tu as l'impression d'avoir vécu une révolution. Ouais, j'ai l'impression d'avoir vécu une révolution dans un pays dans lequel, par exemple, je ne me projetais pas. Enfin, je n'ai jamais pu partir parce que j'adore vivre ici. Mais quand il s'agissait de me projeter pour construire une famille, j'y arrivais pas parce qu'en tant que Française, moi, tout simplement dans un pays où l'éducation est privée, ça me convient pas. J'ai toujours été à l'école publique et ça m'a énormément apporté. Après tout le reste, quoi, les retraites, la santé, c'était assez sympa, mais il y a un moment, ça va s'arrêter. Et quand il y a une explosion comme ça et qu'il y a tout le peuple qui se retrouve dans la rue pour demander un peu plus de justice sociale, ça fait du bien. Et donc oui, ouais, ça a été une vraie explosion parce que finalement, il se passe des choses bien pires, il s'est passé des choses bien pires qui n'ont pas provoqué cette explosion qui a été la montée du prix des tickets de métro de 3 centimes d'euros. Et là, ça a été la brèche. Et oui, c'était une révolution. De ce que j'ai vu, c'était une révolution. Ouais. Et ce que j'ai vu dans la rue, la façon dont les gens avaient de s'organiser, même voilà, il y avait les primera auxilio, donc les gens qui venaient soigner les manifestants qui recevaient des coups de balle. Enfin, c'était vraiment un espèce de micro-monde, quoi. C'était incroyable. Ouais, on a été tous, tous ceux qui s'intéressent au Chili, on était rivés sur nos ordinateurs pour nous connecter avec ces nouveaux moyens comme celui qu'on est en train d'utiliser ce soir. Mais c'est vrai qu'on a pu assister à toute cette révolution qui a eu lieu et qui continue à avoir lieu, hein, parce qu'il y a des protestations, des manifestations régulièrement à partir de tous les vendredis. Et maintenant, c'est le dernier week-end des grandes vacances d'été au Chili, donc les gens vont reprendre une vie entre guillemets normale et on va voir comment les choses vont se décanter. Et alors, ce qui était intéressant par rapport à ce que Margot disait, c'est justement le fait d'aller dans un pays parce qu'on avait la possibilité de faire un échange au niveau universitaire entre les universités du Chili et la France. Et puis, c'est être conquis par la beauté du pays, tout ça. Bon, ça, c'est un peu les clichés, mais c'est un cliché qui est vrai. Je veux dire, on ne peut pas rester insensible à la beauté géographique du pays. Elle est envoûtante, elle est magique. Et après, je dirais, tu as eu la chance de pouvoir vivre un moment historique absolument incroyable, quoi. Oui, et puis après, tout est un peu lié, c'est-à-dire que la beauté du paysage et la force qu'il y a dans les paysages chiliens, ça change aussi forcément culturellement les gens. Il y a des gens qui ont une sensibilité face à la nature qui est incroyable, et ça peut être un banquier comme un hippie qui vit dans sa montagne. Les deux ont une espèce de sensibilité à connaître énormément les races d'oiseaux, des trucs qui m'ont toujours beaucoup intéressée. Et je trouve que c'est lié à la révolution qui est finalement la révolution du système qui est mis en place, qui a fait exploser les gens qui sont pas faits pour vivre avec ce genre de système aussi violent. Et encore moins au Chili où les gens sont très, très, très connectés à la nature. Donc tout est lié finalement. C'est pas juste j'aime les paysages et j'aime machin, c'est qu'il y a une ambiance qui est quand même commune et effectivement qui s'est rassemblée et qui s'est concrétisée avec la révolution sociale. Et qui prend encore plus de sens aujourd'hui dans le monde dans lequel on est à l'échelle mondiale, quoi. Oui, et puis à ces propos, au Chili, il y a un grand problème historique depuis qu'on a été conquis par les Espagnols. C'est avec les Indiens du sud du Chili, les Mapuche. Bon, peut-être vous avez déjà entendu parler. Et donc, ces territoires de la Araucanía, ça commence à partir à 500 km à peu près au sud de Santiago.
Et donc, actuellement, il y a une situation qui est très inquiétante là-bas. Mais je voulais juste faire les, les passages à une autre activité que Margot a fait. Et c'était, je vais essayer de vous partager une photo. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Est-ce que vous voyez une photo, une photo d'un produit qui s'appelle Merken? Oui, on voit. Oui, oui. D'accord. Donc, le Merken, c'est un... Bon, Margot va vous expliquer mieux que moi ce que c'est, mais c'est une épice à base des poivrons et qui est fait par les Indiens Mapuche. Et pour la petite histoire, donc Marlène, elle a bizarrement au Chili, dans un état qui est complètement inexistant au niveau basique, la santé, l'éducation et les retraites, il y avait quand même des budgets pour la culture, donc on pouvait postuler à des fonds d'art, fonds d'art, ça s'appelle d'ailleurs, les concours, et donc on présentait un projet et on pouvait gagner une partie du budget pour développer un projet. Et Margot a présenté un projet pour présenter cette épice-là, et donc elle a fait encore un documentaire sur cette histoire-là. Et il est allé vivre là-bas et voir les processus de fabrication du Merken. Et après, donc, elle a vendu un petit peu en France quand elle venait en France, ces petits pots. Et l'histoire veut que si vous flashez avec votre téléphone ces diagrammes qu'on voit là, c'est un QR code, donc c'est quelque chose d'informatique qui a un code. Quand vous le flashez, ça vous renvoie vers les documentaires. Donc, c'était une mise en vente d'un produit qui fait partie du patrimoine culinaire au Chili et de façon multimédia. Je peux ajouter quelque chose? Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ça? Que ce qui était important, c'était que je rapportais beaucoup de Merken en France et à chaque fois, les gens adoraient ça. Et j'avais très souvent des conversations de qu'est-ce que c'est le Merken, c'est un épice mapuche et qui sont les Mapuches. Et en fait, grâce au Merken, on avait des discussions assez intéressantes sur finalement voilà donc les populations indigènes des pays, les industries forestières, etc. Donc à partir d'un produit, il y avait énormément de sujets de conversation actuels qui naissaient. Et du coup, je trouvais ça intéressant si jamais je voulais vendre un peu de Merken en France, plutôt que de m'approprier le concept culturel, de vraiment montrer d'où ça venait pour que les gens soient conscients du produit qu'ils consomment. Et dans le documentaire, il y a une partie où la famille Mapuche parle finalement des industries forestières qui ont complètement séché leurs terres, des difficultés qu'ils ont aujourd'hui pour trouver de l'eau, etc. Donc le but, c'était vraiment d'ouvrir en fait les consciences sur ce que pouvait représenter ce petit produit et à l'échelle culturelle du pays. Je pense que même au Chili, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment d'où ça vient, quoi, et les problématiques qui sont liées avec. Donc voilà, c'était plus un projet culturel qu'un projet commercial. D'ailleurs, j'en ai pas vendu beaucoup. Ouais. Mais bon, vous pouvez aussi retrouver ces documentaires à partir du blog parce qu'on l'avait un petit peu expliqué. Bon, ben, super. Et après, comment la pandémie, comment ça, tu as vécu ça dans un pays si exubérant comme le Chili qui Non, explose de partout? déjà, c'était horrible parce que le mouvement social, il était au top du top et on se demandait qu'est-ce qu'il lui faut à notre cher président Piñera pour que ça s'arrête. On a pensé à tout sauf à une pandémie mondiale. On sait qu'il allait y avoir un tremblement de terre ou quoi que ce soit. Donc vraiment, une pandémie, on s'est dit, c'est pas de chance. Après, moi, je l'ai très mal vécu
parce que justement, le barrio Yungay, c'est quand même un quartier qui est très populaire. Moi, je vis là-bas et c'était très dur de voir finalement ces inégalités sociales sauter en pleine tête. C'est-à-dire que moi, j'avais des gens de mon âge, c'est-à-dire 30 ans, qui venaient frapper à ma porte pour que je leur donne du riz. Donc, et quand on vit dans un pays étranger, on a tendance à plutôt voir le verre à moitié plein. Donc, on voit un peu ce qui est beau. On sait très bien qu'il y a des inégalités. Mais de là à les voir de façon si violente, de voir les gens qui commencent à vivre dans la rue, de voir les habitudes qu'on a complètement chamboulées parce que très rapidement, les gens déménagent, très rapidement, les restaurants ont fermé. Enfin, ça a été assez violent. Et en plus, moi, j'avais des problèmes de visa, donc je ne pouvais pas partir. donc, non, ça a été compliqué. Tu es pas clandestine quand même au Chili en ce moment. Non, mais en fait, il y a depuis la pandémie, ils ont arrêté toutes les tramités, les démarches administratives pour les étrangers, donc on est tous plus ou moins sans papier. Mais voilà, mais ça, c'est pas trop un problème. Mais en tout cas, pendant la pandémie, ça a été très dur, de plein hiver, de voir les gens en train de crever de froid dans des tentes, des gens qui habitaient en bas de chez nous avant. Enfin, donc, du coup, ça a été violent. D'accord. Et surtout que ça a fait complètement mourir le mouvement social. Et tu disais avant qu'on allait voir là au début de l'année comment est-ce que ça allait reprendre, mais les gens sont épuisés concrètement. Ça a été hyper dur pour tout le monde, la pandémie, économiquement parlant plus que tout. Et on a envie de continuer le mouvement, mais c'est compliqué. Et puis la police, c'est complètement fou. Ouais, Ils sont tous devenus complètement fous. Donc c'est devenu très, très dur de manifester, concrètement. C'est devenu très, très dur. Ouais, sur ce point-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir, hein, n'hésitez pas, parce que je sais que les forces de police au Chili se sont réarmées entre-temps, entre le début de l'explosion sociale qui a eu lieu en octobre 2019 et maintenant. Donc, il y a des nouveaux chars, il y a des nouvelles méthodes. Et je rappelle que quand même, pendant cette période au Chili, il y a eu quand même plus de 400 personnes qui ont perdu un œil par par les tirs de la police. Hein. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Il y a eu plus d'une dizaine de morts et plus d'une dizaine de morts. Une trentaine de morts, je crois. Et puis il y a eu aussi selon les chiffres varient selon les sources, mais à plus de 6000 arrestations. Et on a encore aujourd'hui, presque un an et demi après, ce qu'on appelle des prisonniers politiques, des gens qui ont manifesté et qui sont en tôle, sans jugement, sans preuve, et qui sont privés des libertés. À ces propos-là, on va commencer dans les blogs une série des projections des vidéos, d'interviews des familles des prisonniers politiques actuellement au Chili. Donc, à partir de la semaine prochaine, avec une association de photographes au Chili, qui sont en train de faire un travail qui est incroyable, parce que d'un côté, il y a les gens qui manifestent, qui essayent de manifester dans la rue, malgré la répression. Et eux, ils se sont dit, on va aller voir les familles des prisonniers politiques, et, des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et puis il n'y a pas des preuves. Donc, c'est connu au Chili que la police, elle fait des montages et que la justice marche avec. Donc, on va essayer de donner un petit coup de main en faisant un petit peu de bruit autour de ce thème-là. Bon, et ça, c'était un petit aparté un petit peu plus politique, mais bon, la vie est faite des choses comme ça. Et je vais essayer de partager une nouvelle photo. Est-ce que vous voyez une photo là? Là, vous voyez une photo? Donc, Margot, c'est quoi ça? C'est un cyanotype, ça s'appelle. C'est une autre activité professionnelle que j'ai développée ici, d'impression photographique avec la lumière du soleil. Et voilà, et je donne des ateliers. Ça fait longtemps que je le fais. Encore une fois, c'est lié au patrimoine. C'est pour ça, architecte
patrimonial, ok, mais c'est surtout toute la question du patrimoine qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, et non, je donne des ateliers ici, parce que j'ai la chance de travailler dans un endroit super, donc il y a beaucoup aussi au Chili, qui s'appelle un coworking, mais qui ne sont pas des espèces de cowork incubateurs comme on peut trouver en France. C'est-à-dire que c'est des maisons qui sont partagées entre différents artistes, où il y a des événements culturels, où il y a des lectures de poésie, des inaugurations de CD, des trucs comme ça. Et donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir organiser ici des ateliers de cyanotype. Et c'est super. Mais c'est ça, en fait. Pour l'idée principale, je pense que c'est juste que, en règle générale, quand on part vivre dans un autre pays, on peut se réinventer. Et ça a été super, en fait, de pouvoir concrétiser les idées que j'avais. Et je ne sais pas si j'aurais pu le faire en France. Je ne dis pas qu'il n'y a que au Chili où j'aurais pu le faire. Après, je pense qu'il faut vraiment aimer le pays pour avoir envie de le faire. Mais en tout cas, le fait de partir de son pays, ça a permis quand même de se dire, allez, on fait table rase, parce que je pense que sinon, si j'étais en France, je serais encore à Paris, je travaillerais dans une agence d'architecture et je ne pense pas que je serais très, très heureuse. Après, on ne sait pas, je ne sais pas dans quelle situation je serais. Mais en tout cas, ici, ça m'a permis de me dire, allez, c'est bon, table rase, maintenant, je fais exactement ce que je veux. Il faut juste effectivement s'en donner un peu les moyens. Mais voilà, donc du coup, ça oscille entre le Merken, parce que j'ai quand même des projets d'architecture, et les ateliers de cyanotype, où c'est vraiment absolument génial de faire ça. Ça, c'est sympa, quoi. On s'amuse bien. Je dirais que le Chili aura besoin de toi pour la révolution qui va continuer, hein, parce qu'il y a bientôt des échéances importantes. On va en parler après avec Tato et Camilla, et qui vont venir. Donc, Bah, bon, c'est vrai. c'est intéressant de voir comment quelqu'un qui part vivre au Chili et arrive à trouver sa place, à aimer le pays, à s'intégrer. Et là, c'est une grande question de fond aussi que je voulais un petit peu aborder avec Camilla au niveau de ce qu'on appelle l'intégration dans un pays. L'intégration, est-ce que c'est synonyme de s'assimiler au pays où on est, euh, où l'intégration passe par, bon, évidemment, par les travails, par les études, mais qu'est-ce qui se passe avec ses racines quand on est comme toi, Camilla, et puis tu as fait un choix de venir en France. Tu as fait un choix de partir du Chili pour continuer tes études. Oui, bonsoir. Et vous m'entendez là? Oui. Oui? Ok. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Et oui, moi, dans mon cas, je suis partie parce que j'avais envie de poursuivre mes études à l'étranger. Et moi, au Chili, je fais des études, je fais une licence en philosophie d'abord. Et après, je suis partie pour justement faire une spécialisation dans la philo française et allemande à l'université de Toulouse. Et c'est vrai que quand je suis partie, j'avais une bourse, donc c'était plus facile dans le sens de financement. J'avais tout mon temps pour me consacrer à mes études, à la recherche de ma mémoire et tout. Mais après, une fois, je me suis dit, bon, si je suis déjà là, je suis un peu installée dans ce pays. Et au début, ça a été un peu difficile, même si j'avais des économies, j'avais de l'argent à cause de la bourse. Mais après, je me suis dit, bon, c'est le moment où je peux choisir et poursuivre mes études en doctorat. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir à Paris et présenter aussi mon projet de doctorat. Ça n'était pas très facile au début parce qu'en même temps que je faisais la mémoire, j'ai commencé à préparer mon projet de thèse. Et, et c'est vrai que d'une part, on dit oui, s'installer dans son pays, c'est hyper compliqué. Mais je pense que les premières 6 mois, j'étais hyper contente de trouver des gens différents, de vraiment de m'approcher d'une culture que ce n'est pas la mienne.
Mais après ça, oui, il y a des choses qui se compliquent un peu. Je pense que le côté de, je dirais pas la famille au début, mais c'est vraiment la culture et l'ambiance qu'on avait déjà. Et on arrive en France, je suis arrivée à Paris surtout parce qu'à Toulouse, c'était différent mon expérience, mais je suis arrivée à Paris et c'était une grande ville, il y avait plein de monde. Et ma culture et les choses que j'avais fait au Chili n'avaient presque aucun valeur pour les gens qui habitaient à Paris. Moi, j'étais prof au Chili. J'ai travaillé au lycée, des lycées emblématiques au Chili, très reconnus pour tout le monde. Mais à Paris, personne ne mettait en valeur mes connaissances professionnelles en tant que prof, parce qu'il faut bien souligner qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'État français de tous mes diplômes que j'ai fait au Chili. Donc, mes 6 années de professeur au Chili n'avaient aucune valeur en France. Donc, je me suis retrouvée un peu dans mon statut d'étudiant. Et après ça, oui, les difficultés de la langue, par exemple, et les difficultés aussi par rapport à trouver un travail, mettre en place tous mes efforts pour arriver à trouver mon endroit dans un pays qui des fois, avec les gens qui viennent de loin, il n'est pas très aimable. Je pense que c'est un peu pareil pour les Français qui sont au Chili, avec les démarches qu'il faut faire, les types de choses même dans la nourriture, les rapports avec les gens, les amis, je pense que c'est assez compliqué. Mais une fois qu'on arrive à une stabilité, on peut vraiment développer tous ces besoins et toutes les choses qu'on a envie de faire dans le pays où on habite. Oui, alors c'est c'est quoi la manière de postuler à une bourse pour venir faire des études? Tu dois rembourser après, comment ça se passe? Oui, au moment où j'ai fait ma candidature à la bourse chilienne, c'était un programme et pour faire un master en tant que prof et ailleurs, à l'étranger. Et maintenant, je pense, actuellement, et vraiment, ils sont fermés, ces types de bourses, à cause de la pandémie, du mouvement social, ils sont tous fermés au Chili. Il y a pas de possibilité de faire une candidature, mais à mon époque, oui, je fais ça. Et après, il faut rentrer au Chili et aussi de rendre des services dans des lycées ou des collèges et publics, justement pour rembourser ce qui nous sont donnés. D'accord. Et Oui, tu comptes le faire ou pas? oui, bien sûr. J'espère un jour. Je ne sais pas. En ce moment, quand je continuais à faire le doctorat, et j'ai eu la possibilité d'arrêter ma contribution pour la première bourse que j'ai eue. Mhm. Donc, au bout d'un moment, si je finisse ma thèse et tout, j'espère bien. Et après, je ne sais pas si je vais faire un post-doctorat ou je vais chercher un travail. Ça dépend aussi de mes possibilités, aussi de mes envies après la soutenance de ma thèse. Mais pour l'instant, oui, je compte de contribuer à mon pays aussi parce qu'il y a de l'argent qui est compromis. Mais plus que ça, je pense qu'il y a plein de choses à changer au Chili. Et c'est ça qui m'intéressait au début de venir faire mes études en France, c'est que Mhm. je pourrais rentrer au Chili avec des connaissances que je n'avais pas et de cette façon aider à développer la philosophie dans notre pays. Il y a plein de gens qui font la philo, mais il n'y a pas beaucoup d'espace public pour la rendre visible. Et à moi, à mon avis, c'est ça qui m'intéressait au début. D'accord. Tu me corriges si je me trompe, mais je crois que la dernière loi de scolarité au Chili, ils ont enlevé la philo comme une matière obligatoire. Au début, il y a eu cette mauvaise loi, je peux dire. Il y avait un intérêt de justement éliminer la philo du lycée. Mhm. Mais il y a eu un mouvement aussi de protestation des professeurs de philo et d'autres aussi qui sont appuyés cette mobilisation, cette manifestation. Et finalement, ils sont pas annulés les cours de philo au lycée. Donc, pour l'instant, il y a des cours de philo. C'est différent en France. Moi, j'étais hyper étonnée quand je me suis rendu compte qu'effectivement, la philo se passe au lycée en France, qu'est la dernière année du lycée.
Et pour moi, c'est étonnant. Je pense que c'est un pays riche dans la culture philosophique. Et moi, je m'attendais à trouver plus de places pour la philo au lycée. Mhm. Et au Chili, c'était pas pareil. Moi, je travaillais au lycée José Victorino Lastarria. Et dans ces lycées-là, on avait la philo, même avec des élèves du collège, hein. Je donnais des cours des élèves des 3 ans jusqu'à 18 ans au lycée. Et Donc, ici, oui, moi, je fais un programme de philosophie pour les enfants, les adolescents, qui a commencé là-bas, on appelle Séptimo Básico, jusqu'au lycée. Et on travaillait des différents sujets, par exemple par rapport à la rhétorique, par rapport à construire des arguments. Ce n'est pas la philosophie en tant que telle, mais c'est les méthodes de la philosophie qu'on met en place pour développer l'esprit critique des élèves. Donc, quand ils sont arrivés à les 2 dernières années du lycée, c'était hyper intéressant voir tous les chemins qui sont parcourus justement pour arriver à développer des connaissances philosophiques. Et on a vraiment trouvé des choses hyper intéressantes. On a fait des projets, même les étudiants, ils ont fait des colloques, des séminaires, et on a invité des professeurs de l'Université du Chili, de Santiago, et justement pour partager avec eux ce type de colloques et de séminaires. d'accord. Donc, et ici en France, l'étude de la philosophie, elle commence à partir de quel âge au lycée? Normalement, ça se fait en terminale. Mais actuellement, je suis dans un collège où je fais des ateliers de philo pour les élèves. Dans un collège à partir de la 6e. D'accord. Donc, c'est quel âge ça? C'est 10, 11 ans, à peu D'accord. près. Donc, tu es en Oui. train de faire une petite révolution dans le lycée où tu es. Oui, on peut dire des révolutions décidées. Oui, c'est ça. Oui, 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 surtout l'idée, c'est franchement, c'est pas de faire une étude rigoureuse de la philo, de l'histoire de la philo. C'est justement de commencer à développer l'idée de mettre en question tout ce qu'on connaît. Et c'est à partir de ça qu'on peut élargir aussi l'âge, on va dire, de l'étonnement des enfants jusqu'au lycée. En fait, je pense que la philo pour les enfants, c'est intéressant dans la mesure où elle peut les aider à mettre la méthodologie de la philo dans d'autres disciplines. C'est ça l'intérêt, c'est d'arriver à faire des bons arguments, de trouver les bonnes raisons, les bonnes réponses par rapport à une situation donnée. Et c'est ça qui m'intéresse surtout c'est ma contribution, je pense, dans l'éducation publique où je travaille actuellement. Et ça vient aussi de mon état en tant que prof, de mon statut en tant que prof au Chili. J'étais pareil, je travaillais aussi pour un lycée qui était public parce que je pense que c'est une responsabilité de l'État de donner de l'enseignement gratuit et des qualités pour les citoyens, les futurs citoyens. Ouais. Et ouais, c'est bon, on pourrait passer la soirée à parler sur ça, hein. Et Oui. raconte-nous un petit peu. Moi, je sais que tu as quelqu'un dans ta vie qui t'accompagne depuis un petit moment et qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Et donc, tu fais ta thèse sur la notion de peuple chez Rousseau. Donc, Oui. éclaire-nous un petit peu sur ça, parce que je ne sais pas si on est tous, enfin, c'est sûr qu'on est tous largués, hein. Ah oui, je vais essayer de faire une espèce de résumé par rapport à ça parce que oui, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps, même si j'ai un travail à côté. Pour moi, mon principal intérêt de venir en France, c'était mes études, de poursuivre mes études. Et là, j'ai commencé au Chili à travailler dans ma licence sur l'idée de la liberté. Et c'est pour ça que j'ai pris comme sujet la pensée politique chez Jean-Paul Sartre. Là, j'ai développé aussi mes connaissances par rapport à ces sujets. Mais au bout d'un moment, je me suis trouvée dans l'idée de revenir on va dire, à la source
de l'idée de la liberté en tant que concept, notion politique en philo. Et là, j'arrive à Rousseau. Et moi, mon hypothèse, c'est justement de dire qu'il y a une notion entre l'idée de peuple réel, qu'on va voir dans les contextes et les situations politiques de l'époque chez Rousseau, mais aussi il y a une notion de l'idée de peuple qui est plus idéale. Et c'est cette notion-là qu'on trouve dans les contrats sociaux, mais on peut faire aussi la relation avec les textes qu'il a écrits, que Rousseau a écrits, par rapport à des situations concrètes. Par exemple, les considérations sur la Pologne. Et c'est des textes aussi qui sont faits en se disant d'exprimer une constitution pour la Pologne et la Corse. Et là, on voit bien la différence entre cette idée de peuple en tant qu'idéal, qui ne se trompe jamais, qui est vraiment une espèce de des configurations toutes complètes, par rapport aussi à les textes qu'il a fait vraiment pour des peuples réels. Et c'est ça un peu, mon idée, c'est de mettre en tension ces deux types de peuples, parce que les conséquences de l'idée de peuple chez Rousseau, on va les voir dans la philosophie politique tout au long de son histoire. Après, c'est Marx qui va prendre aussi ces mêmes idées pour développer son idée de prolétariat et toutes les autres idées qui sont, on peut dire, tirées de l'idée de la liberté et l'idée de peuple des modernes, des philosophes modernes. C'est à peu près ça, j'essaie de faire un résumé assez bref. Et comment, j'avais envie de te poser la question, comment tu fais les traits d'union entre ces idées-là et la réalité politique qui se passe au Chili? Parce que là, au Chili, j'ai dit pour tout le monde, parce que peut-être les gens ne savent pas trop, mais l'explosion sociale a eu une des conséquences de l'explosion sociale qu'il y a eu en 2019, fin 2019, c'était le fait d'arracher un référendum où il y avait deux questions. Est-ce que vous voulez continuer avec la constitution qui avait été mise en place par le général Pinochet, et même s'il avait été un petit peu modifié par les différents présidents à la post-dictature au Chili, et soit est-ce que vous voulez continuer avec cette constitution-là, ou vous voulez qu'on écrive une nouvelle constitution? Et la deuxième question, c'était comment voulez-vous que cette nouvelle constitution soit rédigée? C'est soit avec, la première option, c'était avec 50% des députés qui sont élus actuellement et 50% des gens du peuple, des gens comme vous, comme nous, tout le monde. Et ou l'autre possibilité, c'était que ça soit rédigé 100% par les citoyens. C'est l'option qui a gagné, avec l'option on veut une nouvelle constitution à presque 80% des gens. Il faut dire que ce référendum qui a eu lieu il y a pas, je ne me rappelle pas trop bien quand, il y a quelques mois hein, au Chili, a été la plus haute, a eu la plus haute participation depuis l'époque d'Allende, dans une votation où il y a plus de gens qui ont voté qu'à la dernière élection présidentielle. Il faut dire quand même que ça reste une participation qui est assez mitigée, parce que c'était un petit peu au-delà, c'était entre 51 ou 52% de la population est allée voter. Mais dans les conditions de vie qui ont été implantées au Chili depuis la fin de la dictature et prolongées par tous les gouvernements de gauche et de droite, ça a été une vraie surprise. Surtout parce qu'il y a eu énormément des personnes qui appartiennent à la nouvelle génération, à la jeune génération qui n'a pas connu la dictature, qui est née en démocratie, qui est née post-dictature. Et cette jeunesse-là, elle ne votait pas. Elle n'allait pas voter parce que le système a fait que les gens ils s'en foutent un peu de tout, et puis on doit consommer, on doit
gagner de l'argent et c'est ça qui est important. Et cette histoire de révolte populaire a vraiment changé la donne au Chili. Et, et voilà, comment, pour revenir à Rousseau, comment quelqu'un comme toi qui passe son temps à étudier ça arrive à faire des rapprochements entre ce qui était dit il y a 2 siècles et maintenant. Oui. Moi, je pense que d'abord, c'est difficile de dire au Chili, c'est qui le peuple? Mais c'est un peu partout, hein. C'est le peuple en France, c'est les gilets jaunes. C'est au Chili, les peuples, c'est les gens qui se révoltent dans la rue. Je pense que dans l'histoire de la philosophie politique, c'est un sujet, le peuple, c'est un sujet hyper compliqué à donner pour donner une définition. Des fois, on n'arrive pas. On voit que pour Marx, c'est le prolétariat. Il y a un mélange aussi par rapport au sujet. Pour ma part, je pense que la question de la révolte chilienne, ça vient de la légitimité du pouvoir, que c'est un sujet qui a aussi travaillé Rousseau, dans le sens où il a dit que la souveraineté du peuple, c'est ce qui doit enfin donner la légitimité au gouvernement. Et je pense que c'est ça, cette question-là qu'on peut, en tant que philosophe, mettre en question. Je ne sais pas si les gens dans la rue, ils vont dire oui, c'est la souveraineté du peuple, c'est la légitimité du pouvoir, c'est qu'on vient exiger. Mais je pense que nous, en tant que philosophes, nous pouvons euh, chercher dans ce type de notions des réponses par rapport à la situation actuelle. On va dire des réponses pour nous, hein, mais pas pour la philo et pas là pour donner des réponses universelles ni dire c'est quoi la vérité. En fait, c'est juste pour nous éclairer un petit peu dans l'espace et le contexte actuel. Moi, je pense que vraiment avoir une constitution qui vient d'une dictature et qui n'a pas changé depuis plusieurs années, c'est pas légitime. Ça, c'est pas la norme, le droit dans l'essence de la démocratie. Et je pense que ça, c'est la source de la crise au Chili. C'est aussi l'injustice, mais c'est justement parce que c'est la loi qui va garantir que le système soit injuste pour tous les citoyens et qu'il y a une partie de cette nation et, qui va avoir plus que les autres. Et sa façon d'avoir plus, c'est un bol. Il y a des bols au Chili, dans le sens où les riches, ou les gens qui sont des entreprises, des grosses entreprises, et peuvent faire n'importe quoi avec l'argent et donner les prix aux besoins vitaux de ces humains. Moi, je me rappelle de la situation, par exemple, par rapport à les droits de l'eau qu'il y a dans le nord du Chili. Et il y a une entreprise qui vient juste pour mettre en place tout un système pour avoir des avocats, pour s'aimer des avocats. Et il prend toute la source d'eau de toute une communauté. Donc, moi, je me suis dit, bon, en tant que citoyen, on pourrait faire un peu plus des efforts pour que tout le monde puisse avoir de l'eau. C'est un besoin naturel, vital de l'existence humaine. Et au Chili, c'est un pays qui va avoir ce type de crise à tout moment. Aussi, par exemple, dans des endroits de patrimoine naturel qui est contaminé pour des entreprises qui font aussi qui ne respectent pas les normes. Et dans les cas où ils respectent les normes, c'est des normes très basses par rapport à la norme internationale. Donc, je pense que c'est justement la crise vient de l'idée de si on peut être gouverné pour des lois qui sont pensées et qui sont faites dans une période de l'histoire qui était une période de dictature. Donc, les lois non sont légitimes pour les gens. Oui, et je pense aussi que, je ne sais pas si tout le monde est au courant ici, mais je dis ça pour nos amis français, le Chili, c'est le seul pays au monde où l'eau est un bien privé. C'est-à-dire qu'un citoyen qui a les moyens financiers peut acheter de l'eau, des mètres cubes d'eau. Il y a notamment un ex-ministre de l'Agriculture du gouvernement de Sébastien Piñera, qui est en même temps agriculteur et je crois que c'est le plus grand exportateur de pommes vers la Chine.
et qui consomme, lui, presque 30 000 litres d'eau par seconde. Donc, il y a des aberrations comme ça dans notre pays qui... Là, c'est un autre débat, mais les pays ont beaucoup évolué, ça a changé, la pauvreté n'est pas la même que celle qu'il y avait il y a 40 ans, mais en fait, tout est un peu basé sur des paillettes, dans le sens où les gens sont obligés de vivre avec plusieurs cartes de crédit. Imaginez-vous comme si ici en France, vous allez aux Galeries Lafayette, et votre carte Galerie Lafayette, non seulement elle vous permet d'avoir des remises quand vous achetez un vêtement ou un cadeau, mais en plus de ça, Galerie Lafayette fait foi des banques et elle vous prête de l'argent. Et elle vous prête de l'argent à des taux qui sont absolument incroyables. Et donc, toute la solidité du système se base sur cette exploitation qui existe au Chili au niveau financier. Donc, c'est vrai ce que tu dis au niveau des lois. Là, on va assister bientôt à l'élection de... Il y aura 155 constituants qui vont être élus. Et on va voir qui va l'emporter. Bon, ça, c'est un autre débat qui est très aride et très compliqué parce que ça va se faire avec la méthode d'élection qui a été imposée par la dictature et prolongée et un petit peu améliorée par certains gouvernements, notamment celui de Mme Bachelet à un moment. Mais je ne sais pas vraiment ce qui peut se passer au Chili si au lieu que le résultat de ces groupes, des 155 personnes qui vont rédiger la constitution, la nouvelle constitution, si ces groupes-là n'est pas représentatif de ces 80% des gens qui ont voté pour un vrai changement. Donc là, on peut s'attendre à tout. Et, Jorge, oui. excuse-moi, je crois qu'il y a des gens qui ont des questions sur, oui. sur ce sujet ou sur un autre. Nathalie, J'avais dit qu'il levait la petite main. Elle n'est plus là. Nathalie Bétain. Non, apparemment, elle n'est plus là. Si, elle est... Ah si, elle est là. Il y a une personne en haut. Mais elle a son micro qui est coupé. Nathalie, tu voulais parler? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Ouais. Oui, bonsoir. Je voulais juste, par rapport à la privatisation, enfin, à l'eau bien privée, je voulais savoir, tout le monde doit payer son eau, tout le monde doit acheter son eau, mais dans les villes où si les agriculteurs, les éleveurs n'ont vraiment pas, enfin, si dans les citoyens n'ont vraiment pas d'argent, comment ça se passe? Je ne sais pas, quelqu'un qui vit là-bas, soit Margot, soit Sébastien, s'il veut répondre. Comment ça se passe si on n'a pas d'argent pour payer sa facture d'eau? Moi, je sais que dans certaines régions rurales, mais alors je ne sais pas si l'information exacte, mais il y a des compteurs d'eau qui sont divisés entre plusieurs familles. C'est une des façons de lutter un peu contre la pauvreté et de pouvoir s'alimenter en eau. Parce qu'il me semble que, je ne suis pas vraiment sûre, hein, mais il me semble qu'à chaque ouverture de compte d'eau, compteur d'eau, il y a déjà une taxe qui est faite et que du coup, ça arrive que plusieurs familles s'associent pour avoir qu'une seule facture commune d'eau. Mais j'avais vu ça dans un documentaire qui parlait justement genre des sakéos, donc on appelle ça des sakéos, donc c'est des vols. On parlait Camilla de l'accès à l'eau potable qui est fait, et pour lutter contre ça, les familles les plus pauvres généralement elles ont pas d'autre solution que de partager. Il faudrait poser la question à la compagnie française Suez, parce que c'est eux qui sont les grands maîtres d'œuvre avec une autre compagnie espagnole de l'exploitation de l'eau au Chili. Mais je crois que même dans la loi qui donne cette possibilité de privatiser l'eau, l'État garantit une marge aux compagnies.
une marge colossale, hein. Et donc, c'est une situation qui est ubuesque et qu'on a beaucoup de mal à comprendre quand on connaît pas la réalité du pays. D'accord. Bon, on continue avec, merci Camilla, De rien. avec notre ami Sébastien pour égayer un petit peu cette soirée parce que on a une petite surprise après à la fin. Et comme je vous disais, donc Sébastien est musicien professionnel et il a vécu 5 ans donc en France. Et tu es rentré il y a quoi? Il y a une dizaine d'années au Chili? Oui, 2012. D'accord. Et comment ça s'est gestionné, comment ça s'est créé pourquoi tu es venu en France? Pourquoi la France et pas l'Espagne ou l'Angleterre ou l'Italie? C'est pour une raison très pratique, que c'est que en France, je ne sais pas si maintenant existe encore les programmes d'assistants d'espagnol. Et c'est pour ce programme que, que je suis, que j'étais là-bas, oui, avec des autres membres du groupe Cantaro qu'on a décidé la même chose. Et on a cherché ensemble avec le groupe Cantaro, que le groupe Cantaro, on est tous étudiants de la Université du Chili, étudiants de musique de l'université. Et on est parti là-bas pour faire notre projet de musique et pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec notre chanson, notre façon de faire la musique avec des autres, hein, avec des autres publics. C'est ça que c'est la principale, je ne sais pas comment dire, mais Raison, une principale raison. merci, raison, c'est ça. Et après, on a trouvé les programmes de système d'espagnol que c'était très bien parce que il a donné la possibilité de travailler là-bas, d'être avec du papier sans problème, non? Et après, on a continué tous notre étude de musique là-bas, dans différents conservatoires. C'est pour ça on a décidé de partir. Et l'expérience, ça a été très... je crois que c'est très important pour tous. Il y a quelques membres qui sont restés là-bas, qui habitent encore là-bas, et des autres qui nous sommes rentrés au Chili pour différentes raisons. Et, et si tu avais un souvenir de tes 5 années ici, est-ce que c'est au niveau professionnel, j'entends, hein, est-ce que c'est ce que tu as essayé de faire au niveau de développement de ta carrière artistique? Parce que quand on part du Chili, et ben, les Chili, c'est vrai que c'est au bout du monde, hein. Et donc, venir en France, venir en Europe, c'est un énorme chantier. Et tu gardes quoi comme souvenir de ton séjour au niveau artistique en France? Oui, au niveau artistique, c'est un super souvenir. Il y avait beaucoup d'expérience avec par exemple, j'ai fondé un trio de musique là-bas, avec deux amis, Simón González et Rodrigo González. On a fait un trio de musique qui s'appelle Bicicleta. Et, et on a fait beaucoup de concerts
avec les publics français, que c'est très important. On n'a pas cherché de rester sur les coins chiliens ou les coins latino-américains, sinon tout le contraire. Et c'est ça, je crois que c'est la chose plus importante, parce que il donne il amène des autres manières de voir le monde, de regarder les choses. Et je crois que c'est le plus important. Après c'est vrai ce que tu viens de dire, de la scène européenne, non? Comment un Chilien regarde la scène européenne. Mais là-bas, quand j'étais là-bas, j'ai vu que c'est des autres choses qui trouvent importance. Hein? Et pour moi, par exemple, c'est de toutes les choses populaires. Hein? Et tout ce que vient de parler Margot, avec de tous les quartiers populaires de Santiago, de toutes les choses qui passent ici, sont des choses qui ne passent pas là-bas. Hein? Et c'est ça qui a fait un peu la différence pour pas rester, non? Pour décider de partir de France. Mais les contacts avec le public français, ça a été très, très, très important. Ouais, tu dirais que ces contacts-là dans les concerts, il t'a servi pour mieux connaître la société française, pour mieux t'intégrer, pour mieux développer ton art, tes chansons? Oui, et aussi on a partagé avec des artistes là-bas. Hein. Et, mais je crois que la chose plus importante, ce n'est pas le public comme ça, comme dans la scène, non? Sinon après les concerts. Ce qui passe quand on parle de culture, quand on parle de chansons, quand on parle qu'est-ce qui passe avec les chansons, avec les paroles des chansons. C'est ça le plus important. Parce qu'il met en valeur des choses qu'avant on n'a vu pas de valeur. Non? Parce que c'est une société, par exemple, qui donne de valeur à l'art. Hein? Et au Chili, c'est un peu plus difficile de faire, de la musique, de la peinture. Et là-bas, si je dis, je suis musicien, il n'y a personne qui me dit, bon, et tu travailles de quoi? Non, non, non. Il n'y a pas de cette question, non? Mais au Chili, c'est une question automatique après. Hein? C'est des petites différences, mais c'est des différences importantes pour rester sur les chemins qu'on a décidé. Non? Ouais. Et c'est non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quand on part d'un pays, en fait, vos trois cas sont des départs voulus et c'était pas comme ma génération qui était des départs Oui, c'est différent, c'est différent. Ouais. différents. Et c'est intéressant de voir que quand on arrive avec un rêve et une idée comme tu disais, l'Europe, c'est un truc énorme. Et en plus, il y a l'histoire de la langue. Donc, tes chansons, elles parlent du fondement populaire au Chili. Populaire dans l'essence oui, Ouais. du peuple, non? Des coutumes, des traditions. Et ça, venir les chanter Exactement. Ouais. en espagnol devant un public, est-ce Ouais. qu'il y a des traductions est-ce qu'il y avait, comment ça s'est passé cette problématique de langue avec les publics français? Bon, au début, ça fait facile.
quand tu es nouveau, et c'est plus facile, je crois. Mais après, quand je cherchais de dire des autres choses ou de raconter des histoires différentes, ça me fait un peu plus difficile chaque fois. Et ça, c'est ça qui me fait retourner au Chili. Et aussi, je voulais être lié au populaire. Et j'ai ressenti une énergie retenue au Chili qui dans mon opinion, n'était pas du tout bonne. Hein? Et, au Chili, en 2011, il y a eu une grande crise menée par des étudiants universitaires. Pour moi, et ce qui s'est passé était très, très fort. Cela m'a fait incliner ma décision de revenir ici et, et de voir à travers les miens regards ce qui s'est passé. Non? Ouais. Et comment cela s'est passé. Et parce que c'est la même chose qui est à l'intérieur de mes chansons. Hein? D'accord. Là, on voit une image. Tu peux nous dire qui est, à part toi, sur l'image? Oui, c'est les membres de Cantaro. Ouais. Et avec Cantaro, on a déjà 20 ans d'histoire. Et ils sont des membres qui nous sommes ici. Hein? Parce qu'il y a deux membres, Patricio Lisboa et Mario Hurtado, qui sont restés en France. Hein? D'accord. Bon, ben, tu es maintenant ta vie artistique a été confrontée, comme celle de Margot, à la révolution qui a eu lieu, qui est en cours, hein, qui n'est pas finie. Comment va se positionner l'artiste que tu es par rapport à la nouvelle constitution? Est-ce que tu as été voté? Oui. D'accord. Est-ce que tu vas voter pour l'élection des constituants? Oui, bien D'accord. sûr. Bon. Et c'est quoi ton ressenti par rapport à à- à ces moments vraiment capitaux qu'on va vivre au Chili par rapport à à cette élection des constituants? Il y a je vais chercher comment dire ce que je pense. Le problème que je trouve, c'est que les, la manera de hacer, se dice, La manière de faire, hein? manière. Hmm? La manière de faire, c'est la même manière de faire qu'on critique. Parce qu'il est, il est proposé, Hmm? il está propuesto, ¿no? Hmm? Pour la politique, pour les partis politiques. Oui. Et les partis politiques sont justement les choses plus critiquées. Hein? Critiquées. Alors, ça veut dire que les maps, la carte, où est-ce qu'on va travailler, ce n'est pas la carte qu'on a décidé de faire, hein? Sinon c'est la carte qui est donnée. Hein? Hmm. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va passer, mais on va, je vais voter et on va voir après. Hein? Avec la musique, avec l'office de musicien, je crois que c'est plus facile parce que on est dans un moment spécial qui a beaucoup de collaboration, qui a beaucoup de connexion avec les autres. Et la musique, pour la musique, est plus facile. Non? Hmm. Je crois que
qui a beaucoup de travail pour faire, hein, et aussi pour nous transformer, hein. Oui. Oui, yo creo que la pandemia était pour le monde ce que la crise sociale de 2019 était pour nous, pour le Chili, hein. Il a arrêté la machinerie, l'usine économique, l'usine sociale, ce qui signifie s'arrêter, respirer, regarder autour de nous et voir la société que nous construisons et nous laissons les autres décider pour nous, hein. Et je crois que la pandémie pour tous, c'est ça. Et alors, j'ai la chance parce que j'ai de la musique. Et alors, justement, comment cette nouvelle situation, puisque ça fait déjà presque 1 an et demi de cette révolution, elle a eu quelles conséquences dans tes chansons, dans tes paroles, dans ce que tu veux communiquer? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une intégration? Comment tu as pu intégrer ou pas ces changements sociaux dans tes expressions artistiques? Il y a de tout. Il y a de s'arrêter. Au début, je me suis arrêté. Et je suis un peu, comment dire, sèche. Ouais. Et après, avec la connexion des autres, sortent des choses qu'on ne savait pas qu'il y en a, hein. Et oui, j'ai créé des chansons et la pandémie, avec toutes ces façons de nous contacter avec Zoom, avec cette, non, système. Et ça fait de bonnes possibilités pour être connecté, pour être connecté entre les musiciens, pour faire des choses, et aussi avec des élèves, parce que je suis professeur d'université ici. Mhm. Et c'est de la bonne manière d'accompagner, hein, de rester ensemble et dans ce moment-là, non? Et on ne savait pas où vont sortir, non? Oui. Et oui, je crois que pour moi, c'était bien, hein. C'est difficile de dire ça dans ce moment, non? Mais pour moi, oui, oui, j'ai fait des chansons, on a chanté pour moi, pour nous, avec ma copine. Et il y a une nouvelle scène musicale pour faire des choses, je crois. Il y a beaucoup de possibilités, de nouvelles possibilités avec ces moments de cette pandémie. D'accord. Donc, c'est pour toi les retours au Chili a été bénéfique. Tu tires un bon. Est-ce que tu es nostalgique de la France, de ton séjour à Paris? Bien sûr, et des amis surtout, des amis de la bonne table, et de la bonne cuisine, et du train aussi. Et j'aime beaucoup les trains. Et ici au Chili, il n'y a pas beaucoup de trains. Et bon, des choses comme ça, hein, des choses de quotidiennes. Et, mais mais c'est bon d'avoir des portes, de différents ports par tout le monde, avec des amis, avec des bons amis, et qui t'espèrent, non? Mm. Oui, c'est ça. Bon, bah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions à nos intervenants avant qu'on finisse en beauté, parce qu'on vous a préparé une petite surprise. Non, personne? Je lève la main. Si. Moi, j'ai une question. Une question pour Margot. Tu vois que le Chili, bon,
je suis partie du Chili, ça fait longtemps. Mais chaque fois que je retourne au Chili, il y a un truc terrible pour moi qui sont les tremblements de terre. Margot, comment tu fais pour t'habituer à ça? On ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas, c'est ça qui est génial. Non, j'ai pas vécu beaucoup de tremblements de terre. Il y a des petites temblors qui sont des secousses. On a eu Petit, tu deux là parles. l'autre jour qui n'étaient pas hyper sympas. Mais il y a un truc très. Justement, je trouve que ça rejoint encore ce truc de la grandeur de la nature qui nous contrôle et que nous, on ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'un tremblement de terre, moi, je conseille à chaque être humain d'en vivre une fois dans sa vie. C'est quand même assez incroyable, quoi. Comme on se sent minuscule et comme d'un moment à l'autre, on a l'impression qu'on peut absolument plus rien contrôler. Et l'autre jour, j'étais là au travail, il y en a eu deux petits, là où le premier, on s'est juste tous regardés, le deuxième, on s'est tous retrouvés dans le jardin, presque à se faire des câlins. Et finalement, genre, on s'habitue pas, mais il y a un truc assez excitant. Alors, bien évidemment, quand il n'y a pas de blessés ou de morts ou trop de dégâts. Mais moi, j'en ai vécu qu'un seul assez important en septembre 2015. Et à ce moment-là, j'étais repartie vivre en France pour finir mes études et j'étais venue en vacances au Chili. Et effectivement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je ne suis pas à Paris tranquillement dans mon appartement? Mais après, quand ça s'est fini, j'avais envie que ça continue. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, comme sensation, les tremblements de terre, mais moi, je trouve que ça vient, quoi, cette espèce de puissance de la nature qui vient nous rappeler un peu ce qu'on est. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Moi, la dernière fois que je suis allée au Chili, ça fait 2 ans, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de tremblements qu'avant. C'est peut-être l'effet que je suis plus sensible, que je le ressens plus que les autres, que vous, là-bas, vous êtes habitués. Je ne sais pas, parce que généralement, quand il y a un tremblement de terre, tout le monde le sait. Hein. C'est « Ah, t'as vu, il y a eu un temblor ». Généralement, ça se sait, mais apparemment, c'est par étapes, quoi. Apparemment, il y a plein de petites secousses, et puis après, ça s'arrête. Généralement, quand il n'y en a pas du tout pendant longtemps, ce n'est pas très bon signe. Mais peut-être, oui, il doit y avoir une sensibilité aussi. Hein. Okay. Mais en fait, c'est marrant ce sujet. On l'avait déjà un peu abordé. C'est-à-dire les peuples qui ont comme ça une pression du quotidien avec des phénomènes naturels, quoi, qui sont hyper puissants et qui peuvent faire basculer la vie dans le malheur comme ça en un instant. En fait, souvent, je me suis dit, mais c'est des peuples qui sont plus ancrés dans la vie, dans le présent, aussi dans l'humain, dans la fête. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? On dit ça, par exemple, des Napolitains ou même des Siciliens en Italie, mais c'est le cas dans d'autres pays. Et c'est vrai que nous, en France, on est un peu éloigné de tout ça. Et du coup, les gens, ils se projettent à 20 ans. Ils disent, dans 20 ans, ça sera génial. Nanana. Et du coup, est-ce que… Alors bon, là, avec la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement bouleversés, du coup, peut-être plus que d'autres pays. Parce que justement, de se projeter même dans les vacances à 3 mois, c'est impossible, c'est compliqué, là. Et du coup, je me dis, dans des pays où en fait, le basculement peut se faire comme ça à tout moment par des choses que l'humain ne maîtrise pas du tout, je dis, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens, quoi, cet élan de vie qui est du coup plus fort ou l'ancrage dans le présent? Je ne sais pas comment bien le définir, parce que moi, je ne vis pas dans un pays comme ça. C'est juste un ressenti. Je trouve que ce qui se ressent, ce qui est encore plus fort, c'est que, finalement, oui, bien évidemment, il y a quelque chose qui se ressent beaucoup dans la façon de vivre, qui est ce que je disais au tout début, ce rapport à la nature. C'est quand même une bande de terre qui est entre un océan et une cordillère des plus hautes du monde. Donc, c'est quand même… voilà, quoi, la nature, elle est là depuis très, très, très longtemps. Donc, ça se ressent, mais je trouve que ce qui se ressent encore plus, c'est d'y avoir imposé un système néolibéral hyper violent. Et du coup, je trouve qu'on ressent complètement l'espèce de bipolarité chez les gens, quoi.
Donc oui, il y a quelque chose de très fort lié à la nature et que tout le monde apprécie beaucoup ici. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a une tente, quoi. Enfin, c'est normal ici d'avoir une tente pour aller camper, même si on est dans la ville, même si on vit à Santiago, tout le monde a une tente et tout le monde a une petite cuisinière à gaz, quoi. Donc c'est forcément genre une espèce d'appel à la nature qui est beaucoup plus fort, qui fait que bien évidemment ça se retransmet dans la musique, dans la création, dans les façons de vivre, dans les façons de s'alimenter. Donc effectivement, oui, ça se ressent beaucoup. On se laisse complètement aller avec la nature, quoi. Et à côté de ça, le reste du monde, quoi, qui est venu faire ces petites expérimentations au Chili et qui est venu instaurer un système où justement il fallait voilà, se projeter pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir machin. Et là, moi, je ressens une énorme bipolarité chez les Chiliens et avec beaucoup de respect. Hein. C'est quelque chose qui se comprend complètement. Mais c'est finalement cet arrachement de leurs racines qui était de vivre en cohésion avec la nature qui a été complètement saccagé avec cette dictature. Et en plus de ça, qui est finalement un système qui est devenu un peu l'ordre mondial. Donc voilà, il fallait produire, il faut avoir de l'argent. Mais voilà, il y a encore l'impression que la révolution et la pandémie, plus que tout, effectivement, ça a remis énormément de choses en question. J'avais une question. Je ne sais pas si tu avais terminé. Ouais. Non, simplement, bonsoir à tous déjà. Simplement, voilà, avec la pandémie, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une hausse de la solidarité justement dans le pays ou comment les gens se comportaient justement par rapport à déjà les phénomènes climatiques qui font que forcément il faut avoir une solidarité un peu plus grande, mais finalement avec la pandémie, est-ce que tu as observé d'autres choses? Voilà. Ouais, beaucoup, mais c'est une espèce de base commune au Chili d'avoir la Olla Común, par exemple. C'est un endroit où on peut aller s'alimenter si jamais on ne sait pas où aller manger. Beaucoup de petites paroisses de barrettes de quartier qui ont l'habitude de collecter des vêtements, des matelas. Donc, il y a toujours eu ça. Donc, forcément, pendant la pandémie, ça s'est énormément vu. J'ai un ami qui a un vieux Chiloté, donc un habitant de Chiloé, qui a un restaurant et qui, pendant toute la pandémie, a offert gratuitement des menus à 40 personnes par jour, quoi. Donc, effectivement, il y a eu tout ce truc-là, je trouve, qui est finalement aussi déprimant, parce que c'est pas forcément aux citoyens, enfin, c'est pas aux citoyens de faire ça, hein, normalement, dans un pays qui fonctionne bien. Mais effectivement, ça. En fait, c'est-à-dire que même pendant la révolution sociale, tout ça, ça s'était déjà vachement mis en place. Donc là, de là est arrivée la pandémie, par exemple, des groupes WhatsApp de, je ne sais pas, commission pour l'éducation. Et ben, pendant la pandémie, on s'est organisé pour, du coup, essayer de donner des classes à des enfants. Enfin, tout était déjà, avec la révolution, il y a déjà eu une espèce de tabula rasa de, OK, nous, on va faire sans vous. La politique et les politiciens, on va faire sans vous. On va essayer de développer notre sorte de politique parallèle. Ouais. Et qui a beaucoup servi pendant la pandémie, mais d'un autre côté, voilà, qui a été, quand j'étais en communication avec mes amis français qui me disent moi ça va, j'ai le chômage et tout, c'est aussi un truc où on se dit non, c'est pas normal que mon pote il est allé chercher son plateau repas à la paroisse du quartier, quoi. Enfin, c'est pas normal. Et il se lave les mains, du coup, le gouvernement, à se dire vas-y, s'il y a déjà des gens qui le font, en fait, pourquoi nous? Il n'y a pas de la nécessité. Ils ne prennent pas la responsabilité. Après, en même temps, c'est bien qu'il y ait heureusement qu'il y a, on va dire, cette émancipation du peuple, peut-être, des citoyens. Mais finalement, oui, c'est pas. Mais c'est un cercle vicieux parce que du coup, il n'y a pas de nécessité. Donc, du coup. Mais j'ai un exemple l'autre jour où il y a 2 maisons à Yungay qui ont pris feu. En une demi-heure, il y a 3 maisons qui sont disparues. Et il y avait tous les habitants sur la place, il y avait des chaînes humaines, parce que quand il y a un incident, les pompiers ici, c'est aussi c'est des institutions privées qui n'ont aucune aide de l'État. Et donc, du coup, ce n'est pas non plus évident d'avoir beaucoup d'aide quand il y a des incendies. Et là, tu as eu tous les habitants du quartier qui ont fait une énorme chaîne humaine et qui sortaient tous les meubles des maisons. Après, ils sont tous allés à l'église. À l'église, ils avaient à manger, ils avaient déjà plus de vêtements que ce qu'il y avait avant. Enfin, donc, oui, c'est super. Mais c'est pas normal. Même, il n'y a pas de moyen. Ouais, je comprends. C'est beau, mais c'est pas normal.
On pourrait faire un long débat sur le rôle de l'État au Chili et les systèmes Oui. néolibéral qui a été mis en place. Le Chili a été le laboratoire du monde, hein, et en France, il faut vraiment, je crois, sans tomber dans des clichés, essayer de défendre les acquis sociaux qui sont représentés par les services publics et qui existent en France. On ne sait pas jusqu'à combien de temps, mais à force d'élire des Sarkozy, Hollande et Macron à la tête du pays, on va bien finir par établir un système un peu similaire à celui qui existe et qui asphyxie notre cher pays. J'ai toute petite dernière intervention. C'est juste que je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup parlé des points négatifs du Chili, mais que c'était quand même le plus important, je trouve, c'est la façon dont le peuple a de répondre à cette espèce de machine dans laquelle ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de fonctionner, qui est beaucoup de poésie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'ouverture vis-à-vis des sentiments. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent vivre ici. C'est qu'il y a aussi une sorte de liberté dans l'expression des sentiments vis-à-vis de ce que les gens vivent ici qui est hyper forte. Comme je disais, beaucoup de poésie dans la façon de vivre, dans la façon de rencontrer l'autre, dans l'intérêt qu'il y a pour les gens qui est extrêmement valorable. Voilà. Bon, Sébastien, à toi pour conclure cette magnifique soirée. Bon, je vais faire une chanson qui parle justement d'un personnage patrimonial. Et merci à Margot pour nous retourner, pour faire retourner dans les choses pas mauvaises de Chili. Et ce personnage patrimonial s'appelle Cinchinero et que dans le quartier Yungay, il part tous les jours. Il passe tous les jours. Et c'est un musicien ambulant qui marche toute la journée. Toute la journée et il porte son instrument sur son dos, hein, qui s'appelle Chin Chin. Et cette chanson parle de ça. S'écoute bien la guitare? Oui. On y va. Si bombo y platillo suenan, un chinchín es porque organillo trae. Un chinchín es porque organillo trae. No es igual bombo sin piano. Un chinchín dice aquel que sae. Un chinchín si bombo y platillo suena, repartiendo acrobacia, tuntacata, pique esa propia, va sonando la cueca, tuntacata, chin novia, repartiendo acrobacia, tuntacata, pique esa propia, chin novia, chin, tuntacata, organillero, remojan con un tinto, tuntacata, el cuerguero lo quiere llevar preso, tuntacata, el pacoleso, chin, tuntacata, chin, tuntacata, tuntra. Bravo. Ouais, c'est joli, ouais. Bien, la voix. Ouais. Bon, voilà, La cueca. on finit avec la danse nationale du Chili à la façon de Sébastien Cévez. C'est la cueca. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.
Merci beaucoup tout pour le monde, aux organiser. invités, Merci. participants. Merci beaucoup. Le prochain café de l'ODC, c'est jeudi prochain. Ce sera sur l'Éthiopie. Donc, on change complètement de continent. Super. Mais bon, voilà, ça nous fera passer du côté de l'Afrique de l'Est. En tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Jorge, pour l'animation et Merci aux à invités ici et au Chili. Voilà. Aux organisateurs. Merci beaucoup Merci. d'organiser tout ça. Merci. Merci tout le Et monde. venez visiter le Chili, c'est magnifique. On arrive. Ouais, on viendra. Ouais. Au revoir. Super. Merci, Margot. Au revoir, merci beaucoup.